Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. En République démocratique du Congo, le coordinateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation, PMVS en sigle, Ludovic Kalengai, s'inquiète du risque de génocide contre la population Tutsi en République démocratique du Congo si rien n'est fait. Il exhorte les Congolais à emprunter la voie du dialogue pour résoudre le conflit à l'est de la RDC, car aucune armée, si puissante soit-elle, ne peut venir à bout d'un groupe comme le M23 qui lutte pour sa survie. C'est dans une interview avec notre confrère Jean Damascène Manichim. Dans vos interventions, vous avez plusieurs fois parlé des risques de génocide en RDC. Est-ce que vous avez des preuves à ça? Peut-être il y a des gens qui veulent dire non, Kalenga exagère en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des preuves que vous pouvez nous citer? Exactement, je vous ai dit qu'en 2021, nous avons publié un rapport. Le génocide n'est pas un hasard. Il faut connaître les signes avant-coureurs du génocide, qui commencent par la déshumanisation, la polarisation, la discrimination, ainsi de suite. Et lorsque vous observez calmement toutes ces genres de situations, vous allez remarquer aujourd'hui, d'abord, le fait de dire qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, c'est déjà un rejet, c'est déjà une classification. La classification, quand on dit que lui, il est de l'autre côté, il est différent de nous. C'est déjà l'une des étapes du génocide. Nous devons comparer et nous devons apporter des significations au génocide grâce aux 10 étapes du génocide, comme je l'ai dit, de Grégory Salton. Il faut identifier les signes avant-coureurs du génocide que nous avons vus. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Tutsis qui sont des concrets, là, c'est une déshumanisation. Alors, nous ne devons pas réfléchir 3 fois pour savoir qu'il y a une menace du génocide. D'abord, le génocide, il ne s'agit pas du nombre de personnes, mais le génocide, quand on parle du génocide, comme l'a dit, ça vient du mot grec et de latin. Génos, c'est qui signifie race, tribu, des choses pareilles. Et cide, qui signifie tuer. Il y a déjà l'intention de séparer déjà les autres, comme on appelle les Bantous, des Nilotiques. Ça, c'est une conception hermétique de l'homme blanc. C'est pour cela que nous en avons appelé toujours à la prudence totale, même au gouvernement congolais, de punir ce genre d'actes de déshumanisation, d'actes de rejet, car c'est à travers cela qu'on essaie d'identifier comment je peux dire, les signes avant-coureurs du génocide, bien sûr. Oui. Et alors, on pourrait se demander pourquoi ces actes ne s'arrêtent pas, malgré les interventions que vous faites, malgré les appels à la cessation de tels actes. Qui entretiennent ces actes et pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais automatiquement, on comprend qu'il y a ceux-là qui utilisent la division pour mieux régner. Ils ont gain de cause. Il y a ceux-là qui préfèrent continuer cette division pour des guerres économiques et ils en profitent. Mais écoutez, nous devons être des humains. Nous n'allons jamais nous fatiguer, car je me rappelle que nous avons commencé ce combat depuis très longtemps et nous savons que c'est le temps, le seul mystère. Mais il y a au moins certaines personnes qui comprennent, mais ce que nous avons remarqué, c'est la crainte et la peur de passer aussi ouvertement dans différentes chaînes officielles pour parler de ça. Nous avons déjà bravé la peur, car nous savons que c'est la vérité qui nous protège. Nous allons continuer cette vérité, car cette vérité est divine, cette vérité va nous protéger et nous allons continuer contre ce combat. Ce n'est pas facile, mais la seule détermination va nous accompagner et la seule force et assurance est que personne ne sait où est-ce que nous irons pour mener ce combat et continuer ce combat parce que nous ne nous arrêterons jamais. Est-ce que la présence des groupes FDLR en RDC ne serait pas derrière cette campagne qui continue? Mais exactement, cette présence des FDLR, cette idéologie génocidaire qui a commencé depuis l'opération Turquoise de 1994 est responsable de ce qui se passe. Moi, je me dis toujours, il y a ceux-là qui prétendent dire que les FDLR n'existent pas. Bon, moi je parle de l'idéologie génocidaire qui a ancré la classe politique congolaise, la jeunesse dans des églises et ainsi de suite. C'est que nous vivons aujourd'hui. Et aussi cette participation des Interamwe qui sont venus. Je me rappelle que nous avons accueilli généreusement les réfugiés Hutus lorsqu'ils ont quitté le Rwanda pour ici. Mais la République le gouvernement congolais ne les a pas désarmés. On n'a jamais séparé les civils des militaires, ce qui constituait encore une menace permanente pour le Rwanda. On ne les a pas désarmés, ce qui constitue une menace. Et c'est depuis lors
qu'il y a des groupes armés, des trafics d'armes qui se sont multipliés en République démocratique du Congo. Nous savons que c'est la participation et la présence des FDLR qui constituent une menace et qui est aussi à la base de cette propagation de messages de haine et de cette épuration ethnique. Et justement, il y a cette campagne de propagation des messages de haine, il y a ces divisions qui s'observent dans les différentes tribus de la RDC et pourtant, le Rwanda, c'est une page qui est déjà tournée avec l'unité et la réconciliation. Moi, je me dis que peut-être le Rwanda pourrait plutôt inspirer la RDC dans ce cadre. Mais écoutez, moi j'ai toujours dit sans crainte que le Rwanda est le seul exemple en Afrique de l'unité nationale et de la fraternité par rapport à la période sombre qu'est passé le Rwanda, du génocide qui a emporté plus d'1 million de Tutsis au niveau du Rwanda. Ça doit nous servir des exemples pour comprendre même les signes avant-coureurs du génocide pour que nous puissions empêcher ce qui s'est passé ici. Nous avons importé les problèmes de l'époque de Tutsis et Hutus de 1990, 91 jusqu'en 1994, mais nous n'avons pas pu importer la résolution. Nous nous rappelons, quelques années après le génocide au niveau du Rwanda, le président Paul Kagame a lancé cette structure de réconciliation et paix. Moi-même, personnellement, en tant que coordonnateur national du PMVS, nous avons visité le village de la réconciliation. Nous avons écouté des témoignages de ceux-là aussi qui avaient commis le génocide, qui vivent maintenant paisiblement et qui se sont réintégrés dans la population. C'était un message fort, un message de réconciliation et un message de paix. C'était déjà un message fort que l'on lançait dans le monde, à la communauté internationale, que le Rwanda était en voie de résoudre ce problème dans l'unité, dans la paix et dans la fraternité. C'est ce qui signifie que le Rwanda reste un exemple pour nous et nous ne devons pas avoir honte, nous devons être humbles de le comprendre et de l'assumer. Et alors revenons sur le conflit de l'Est et de la RDC en particulier. On voit qu'aujourd'hui les autorités congolaises ont opté pour une voie militaire pour résoudre ce conflit à l'est du pays. Et qu'en dites-vous, cette voie, cette réponse militaire est vraiment efficace pour surmonter, pour résoudre ce conflit? Écoutez, moi j'ai toujours dit que la guerre coûte cher et la paix et le dialogue coûtent moins cher. Et en plus, j'ai dit on va se battre contre qui? Aucune armée dans le monde, je l'ai toujours dit, et aucune puissance dans le monde ne peut battre un groupe d'hommes qui se battent pour leur survie. Le problème du M23 est un problème congolais. Ce sont des rwandophones frustrés de ce problème de marginalisation, de retour des réfugiés. Aujourd'hui, il y a des réfugiés rwandophones Tutsis au niveau de l'Ouganda, au niveau du Rwanda et qui sont partout dans le monde. Et ils se battent pour leur survie et pour rentrer dans leur pays. Et je dis que c'est un soutien divin qu'aucune arme ou aucune puissance ne peut leur battre. Nous avons toujours proposé le dialogue, nous avons toujours proposé une démarche pacifique. Voilà pourquoi, il y a 4 jours, notre organisation avait proposé la mise en place d'une commission mixte qui va identifier les causes profondes des conflits et les résoudre. Car nous avons compris que la voie diplomatique a échoué, la voie des armes a échoué, la voie politique a échoué et la citoyenneté, nous, en tant que membres de la société civile, nous nous sommes dit de prendre le dessus et de résoudre ce problème pour stabiliser la région. Nous avons saisi officiellement le chef de l'État, nous l'avons écrit une correspondance et nous avons même demandé une audience pour le rencontrer afin de le remettre au même propre un cahier des charges qui sera déterminé, qui sera constitué de l'équipe constitutive pour avoir, qui a comme objectif principal l'identification des causes profondes des conflits avec plusieurs moyens à atteindre les échanges permanents entre jeunes et notables et les différents responsables communautaires, l'Église catholique, pour qu'on essaie de résoudre ce problème de conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Ça reste un problème congolais. Nous allons le résoudre en tant que Congolais et nous insistons toujours pour que même nos pays frères, le Rwanda, l'Ouganda, tous les pays partenaires, de nous accompagner à résoudre les causes profondes des conflits par la paix, par le dialogue, par les négociations pacifiques et fraternelles. En tout cas, Ludovic Kalengai, merci beaucoup pour votre disponibilité à la télévision rwandaise. C'est moi qui vous remercie.
Retour à présent sur cette compétition de cyclisme annuelle. Le jeune Britannique Joseph Blackmore a remporté en solitaire ce dimanche la 8e et dernière étape du Tour du Rwanda, à disputer sur la distance de 73,6 km avec départ et arrivée à Kigali. Nous avons le plaisir au bout du téléphone d'accueillir le vice-président de la Fédération rwandaise de cyclisme, FEGROACY en sigle, Monsieur Bigango Valentin. Bonjour et bienvenue dans notre édition. Valentin, vous nous écoutez ? Je crois qu'il y a un petit problème de technique. Nous allons revenir sur cette compétition. À présent, une trentaine de jeunes talents de la French African Foundation indiquent que la résilience du Rwanda et sa consolidation après la sombre histoire de génocide perpétré contre les Tutsis est une leçon très importante que beaucoup de gens devraient apprendre du Rwanda. Indication faite ce lundi lorsque ces jeunes ont visité le mémorial de génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali. 6 à Gisozi, les détails. Ces jeunes talents venus d'Afrique et de France ont été choisis parmi plus de 5000 candidats et aspirent à contribuer au rajeunissement du partenariat franco-africain. Ils sont au Rwanda pour apprendre de son expérience en matière de développement et comment il est parvenu à se tirer de la sombre histoire de génocide perpétré contre les Tutsis et comment il s'est reconstruit. Le chef de cette délégation indique que la résilience que le Rwanda fait montre est un bon exemple sur lequel s'appuyer. Nous avons d'abord été très touchés par ce que nous avons vu, aussi parce que nous avons entendu par cette histoire qui a marqué fortement le Rwanda. Nous avons aussi été très impressionnés par la résilience du peuple rwandais et de l'État rwandais, qui pour nous est une source d'inspiration pour tous les jeunes leaders d'Afrique et de France ici présents. L'ambassadeur de la France au Rwanda, Antoine Anfray, souligne que les réformes souhaitées dans la coopération de l'Afrique et la France ne seraient possibles que si les gens connaissent l'histoire afin que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. C'est l'Afrique de demain, mais pour pouvoir construire la France et l'Afrique de demain, il faut aussi comprendre la France et l'Afrique d'hier. Hier, c'était pas vieux, c'était il y a 30 ans. On peut comprendre effectivement l'histoire d'aujourd'hui qu'à la lumière de ce qui s'est passé hier. L'histoire, elle ne s'arrête jamais, c'est un enchaînement continu, il y a des causalités. Et c'est vrai que pour comprendre la région des Grands Lacs, il faut avoir, je pense, des notions assez solides sur le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, sur ses causes, sur sa genèse, sur ce qu'il a rendu possible, sur les erreurs de la communauté internationale et aussi de la France, il faut bien le dire à l'époque. Et donc finalement, cette visite, elle est destinée à éclairer, je dirais, quelque part la boussole des Young Leaders. Parce que l'objectif quand même, c'est que les erreurs du passé, on ne les répète pas à l'avenir. Ces jeunes se sont entretenus avec le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, qui a souligné que visiter le mémorial du génocide fait que les gens comprennent davantage la vérité sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ce qui aide à lutter contre le négationnisme et le révisionnisme. Ce qu'ils ont apprécié ici, c'est voir comment le Rwanda rend hommage aux victimes du génocide et aussi que le Rwanda ne sombre pas dans la tristesse, le fait que l'histoire ne nous a pas emprisonnés, quoique sombre, et nous a infligé de graves blessures. C'est là un point qu'ils ont apprécié. Ils vont en outre visiter d'autres institutions et s'entretenir avec elles. Notre souhait est d'avoir beaucoup de gens comme eux qu'ils puissent nous aider, d'autant plus que dans pas mal de pays, nous faisons face aux problèmes de négationnisme et révisionnisme. S'ils viennent et apprennent cette histoire, ils comprennent comment le mensonge est propagé. Nous leur avons également expliqué ce que c'est le FDLR pour qu'ils comprennent les problèmes qui sont à l'est du Congo, problème qui repose sur l'idéologie qui était au Rwanda en 92, 93 et 94.
C'est aussi important parce que des fausses informations et le mensonge sont propagés et lorsqu'ils nous visitent, nous leur présentons la vérité. Il est prévu que pendant leur séjour d'une semaine au Rwanda, ces jeunes vont visiter différentes institutions afin de comprendre son développement actuel. Nous parlions tout à l'heure du Tour du Rwanda, la compétition annuelle de cyclisme où nous parlions du jeune Britannique Joseph Blackmore qui a remporté en solitaire ce dimanche la 8e et dernière étape du Tour du Rwanda disputée sur la distance de 73,6 km avec départ et arrivée à Kigali. Nous avons au bout du téléphone Monsieur Bigango Valentin, il est vice-président de la Fédération rwandaise de cyclisme FEGOACY en sigle. Bienvenue Valentin. Merci beaucoup. Alors revenons sur cette compétition. Qu'est-ce qui a fait que spécialement les cyclistes rwandais ne puissent pas remporter aucune étape pendant dans cette année quoi? Merci pour la question. On peut bien dire que le niveau de la compétition était vraiment très élevé. En fait, avec le passage de la catégorie 2.2 à 2.1 en 2019, ça a vraiment monté le niveau de la compétition, à telle enseigne que l'édition 2024 a attiré les meilleures équipes professionnelles du monde, telles que Total Energy, Team Cometa par exemple, Israël Crimiatech, Sudan Quickstep, UAE Team Emirates Genset, pour n'en citer que quelques-unes. La présence de joueurs de ce calibre n'a pas facilité la tâche aux cyclistes rwandais pour remporter une étape. Et je dirais deuxièmement que l'équipe nationale rwandaise ainsi que les deux équipes continentales, à savoir le Java Innovatech et Maïstaz, qui représentaient le pays, avait un certain retard, il faut vraiment le souligner, au niveau technique et matériel par rapport aux équipes mentionnées ci-dessus. Il faut noter également que nous avons du matériel qui date vraiment de très longtemps, il y a de l'ancienneté dans la technologie des vélos, qu'il faudra vraiment corriger. Le manque aussi des compétitions internationales adaptées pour aborder une grande compétition doit être également noté. En troisième lieu, je peux quand même terminer par un peu positif, qui est qu'on a remarqué la combativité des joueurs rwandais, même sans rapporter une étape. Nous avons enregistré une performance remarquable chez des joueurs tels que Manizaba et Eric, qui a terminé 15e au classement général, devançant Meraoui Kudus, qui est le très ancien champion du Tour du Rwanda, et le respectablissime Christophe Froome, quintuple vainqueur du Tour de France, qui est venu après lui. Donc, on peut quand même s'en contenter. Ouais. On a aussi vu des joueurs comme Massengesho et Moutisha Moïse qui ont également démontré un grand effort, un combat vraiment inlassable en finissant dans les 20 premiers au classement général. D'accord. Alors, pour cela, ça nous a mis la puce à l'oreille parce que les meilleures performances de la compétition ont été enregistrées par des jeunes. A noté le vainqueur, le jeune Blackmore, qui n'a que 21 ans. Donc, ça nous a mis la puce à l'oreille, en nous appelant à encore à fournir beaucoup d'efforts dans les projets de développement des jeunes, mais aussi dans la diversification de participation aux courses internationales et autres projets qui nous aideront à mieux nous adapter. Ouais. Voilà. Alors, comment les cyclistes étrangers ont apprécié l'accueil qui leur a été réservé ici au Rwanda durant toute la compétition? Oui, eh bien, en parlant de la catégorie 2.1, on parle également de l'organisation en général, parce que la compétition a pris des hauteurs dans le sens de l'organisation qui ne fait que juste plaire aux participants.
Nous avons eu un niveau très élevé de la sécurité. J'en profite pour dire un grand merci à l'ONP, à la police, qui nous a beaucoup aidé pour maintenir la compétition en toute sérénité et sécurité. Nous avons des infrastructures comme les routes qui ont été bien maintenues pour que la course soit une réussite totale. Avec l'aide de Minefra et Aratidier, je les remercie également. Au niveau des logements aussi, on avait Aratibi qui nous ont beaucoup aidés. Ils ont conduit, ils ont mené une série d'inspections dans tous les logements, dans tous les hôtels que nous avons occupés, de Kigali à Musanze, tout le trajet du Tour du Rwanda. Je les remercie également. On a eu un niveau très élevé de la production technique. Je remercie les prestataires de services qui ont été à la hauteur. Et aussi les sponsors qui nous ont beaucoup aidés à citer quelques-uns comme le transport des joueurs, le transport des appuis aux équipes. Tout ça a été vraiment fait en parfaite prestation. Donc je le remercie. Alors, il y a aussi un côté de faire de la fête. On a fait la fête durant la course dans tout le pays et aussi le côté tourisme qu'il ne faut pas oublier. L'année prochaine, le Rwanda organisera la compétition mondiale de cyclisme, si je ne me trompe. Est-ce que les cyclistes rwandais ont toujours une chance de participer à cette compétition? Absolument, absolument. Après tout, nous sommes le pays hôte. C'est sûr que le Rwanda participera. Ce qui reste, c'est comment allons-nous participer? Qui sera-nous dans la course? Parce que ce sera encore plus grand que le Tour du Rwanda, qui est le niveau 2.1. Il y aura des équipes beaucoup plus grandes et expérimentées. Il nous faudra être une équipe capable de soutenir entre ces champions-là et défendre les couleurs nationales. D'accord, merci beaucoup Valentin Bigango. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération rwandaise de cyclisme. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. La ville de Kigali vient de lancer un vaste projet de modernisation de l'habitat d'une valeur de plus de 45 milliards de francs rwandais. Ce programme vise en priorité les quartiers précaires de la capitale avec un accent particulier sur les infrastructures. L'exécution de ce projet est le résultat d'une collaboration entre la République du Rwanda et la République française. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfre, indique que son pays est fier de contribuer à la réalisation de ce projet vu la vision de développement de la capitale et du pays en général. Ce projet s'inscrit à la fois dans une priorité du gouvernement rwandais, de l'Union européenne et de la France. Ça consiste effectivement à mettre à niveau des zones d'habitat informel, donc des zones qui sont importantes. À Kigali, il faut savoir que presque la moitié des habitants de Kigali habitent dans de l'habitat informel. Et donc l'idée, c'est grâce à ce projet et en co-construction avec les habitants, d'améliorer leur standard de vie, de faire des routes, de faire des chemins, d'améliorer l'assainissement, de faire des équipements pour les enfants. Le rendez-vous qu'on a eu tout à l'heure, là, c'était sur un terrain de foot à proximité d'une école, d'une tivette. Et de façon à ce que les gens qui habitent dans les conditions un petit peu précaires voient ces conditions s'améliorer notablement et puissent continuer à rester à Kigali. On veut aussi essayer de limiter ce qu'on appelle la gentrification parce que c'est des gens qui sont nécessaires au fonctionnement de la ville. Mais en même temps, cette ville, elle grandit. C'est une ville qui est un modèle en Afrique, qui a une urbanisation maîtrisée, mais il y a encore des choses à faire. Et donc ce projet s'inscrit dans ce cadre. Kigali, ce qui frappe un visiteur quand il arrive pour la première fois, c'est la propreté, l'ordre, la grande discipline des gens qui traversent dans les clous. Vous voyez, c'est tout ça. C'est aussi le fait que c'est une ville très verte. Donc c'est une ville en fait qui impressionne beaucoup les visiteurs, qui
qui connaissent d'autres villes africaines, avec souvent un urbanisme beaucoup moins maîtrisé. Donc ça, c'est très important. Mais en même temps, quand on reste à Kigali un peu plus longtemps, on se rend compte que derrière les très beaux quartiers, il y a encore quelques quartiers qui sont moins beaux, hein, comme Kagougou qu'on a vu, comme Rwambazagno. Et ces quartiers ont du potentiel, mais il faut les améliorer. Et c'est vraiment le sens de ce projet, donc, qui s'appelle KISUP, Kigali, je crois, Urban Upgrading, quelque chose comme ça en anglais, et qui vise vraiment en fait à transformer ces quartiers, mais avec les habitants. Et c'est par ici que nous bouclons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.